effectivement, à l'occasion de ces travaux portant sur la COP écologique, avec mon groupe, nous avons spécifiquement abordé la question de l'énergie. Donc, la question de l'énergie sur différents prismes, effectivement, avec l'accent porté sur la rénovation énergétique. Effectivement, les questions de sobriété énergétique, rénovation de l'habitat sont prégnantes par rapport aux efforts de transition énergétique du territoire et notamment par rapport à l'atteinte qui a été fixée par la loi de transition énergétique de la croissance verte, déclinée au local au niveau de notre PPE, donc programmation pluriannuelle de l'énergie, qui vient nous fixer des objectifs ambitieux en matière de maîtrise de la demande d'électricité. Aujourd'hui, nous avons un parc de logement qui est classé en moyenne sur l'étiquette D de l'étiquette énergie du diagnostic de performance énergétique de la Guadeloupe. L'ambition pour nous est clairement de s'orienter sur une amélioration de ces performances énergétiques et la rénovation des lacs. Parmi les axes de travail que j'ai travaillé par le projet, c'est comment faire pour accompagner justement cet effort de rénovation énergétique. Ça passe d'abord par une meilleure information, communication des dispositifs existants à la population. C'est pour ça que nous avons proposé en première action de pouvoir créer un guichet unique de l'information à destination du contribuable guadeloupéen pour l'accompagner dans ces différentes démarches. Savoir vers quel dispositif me diriger, lequel est le plus compatible, adapté à mon projet de rénovation énergétique, quelle aide mobiliser entre les dispositifs basés sur les certificats d'économie d'énergie, les dispositifs MaPrimeRénov', les dispositifs peut-être d'autres acteurs publics tels que Action Logement pour les salariés du secteur privé, voilà, qui permettent vraiment de venir accompagner financièrement et techniquement ces projets de rénovation énergétique. Le deuxième axe, toujours dans cette logique durable, s'oriente sur l'utilisation de matériaux durables et biosourcés dans le cadre de ces travaux de rénovation énergétique. Il peut être multiple, portant sur la protection solaire, l'isolation thermique ou autres, ou même sur le caractère durable des matériaux tels que le béton, réutilisation de gravats, dans le cadre des méthodologies constructives. Et vraiment là, la question reste ouverte, puisqu'aujourd'hui, il s'agit de trouver les dispositions nous permettant d'utiliser des matériaux proches dans le bassin caribéen qui pourraient être par exemple utilisés en Guadeloupe, ou même des matériaux construits en Guadeloupe en matière de matériaux renouvelables, recyclés, entre guillemets. Et le dernier axe porte vraiment sur le gage de qualité des opérations qui ont été conduites dans ces travaux de rénovation énergétique. Aujourd'hui, pour bénéficier de l'aide publique, vous devez présenter un certificat de garantie, tel que la certification RGE, responsable garant de l'environnement, qui permet justement aux contribuables, en passant par un ouvrier certifié, de bénéficier de l'aide publique. Mais souvent, ces dispositifs sont très peu saisis par nos artisans locaux. Et on sent vraiment une nécessité de monter en compétence, d'où l'idée de créer un label propre à nos spécificités guadeloupéennes, à nos méthodologies constructives, aux principes, je dirais, culturels et habitudes de nos artisans, tout en favorisant leur montée en compétence. Et ce label serait clairement adossé, je dirais, au fait de pouvoir bénéficier des aides publiques qui sont aujourd'hui disponibles au national et qu'on a du mal à mobiliser aujourd'hui au local. Alors, on a eu un groupe de travail centré sur les déchets et l'économie circulaire. Et donc, sur les déchets, en fait, on a vu qu'il fallait continuer à développer pour les habitants, mettre à disposition des habitants les moyens, des citoyens, les moyens de mieux trier leurs déchets et qu'une collecte plus performante et sélective nécessite d'être mise en place, en particulier à travers les déchetteries et à travers aussi plus d'informations aux citoyens pour une information peut-être plus centralisée sur une plateforme qui permettrait à la fois de communiquer aux citoyens les lieux de dépôt sélectif des déchets et aussi les horaires ou les tournées, les collectes. Et puis par rapport aussi aux citoyens, de leur permettre de faire remonter certaines informations vers les collectivités pour les avertir de certains dysfonctionnements. Et puis je vais peut-être laisser la parole à Christelle sur la partie économie circulaire. Donc en économie circulaire, nous avons abordé 3 axes. Le premier, c'est de développer tout ce qui est autour de réemploi, de la réparation, permettre d'avoir des ateliers particuliers, de sensibiliser la population sur ces nouvelles méthodes, ces nouvelles manières de consommer. La deuxième partie était autour de permettre d'avoir des lieux de rassemblement pour les porteurs de projets, un peu à l'instar des tiers-lieux, leur permettre de se rencontrer pour pouvoir innover et échanger de manière plus facile et plus
plus rapide. Et puis dernier point qui a été abordé, c'est la question autour de l'accompagnement. Comme j'ai pu dire, être un porteur de projet, c'est prendre des risques, à la fois des risques personnels, professionnels, mais aussi des fois des risques, souvent d'ailleurs, des risques financiers. Et donc l'accompagnement est très important pour permettre à tous ces projets autour de l'économie circulaire de pouvoir voir le jour. Alors, ce que m'a apporté la COP en tant qu'intervenante, que participante et pilote d'un GT, ça m'a permis de me poser 30 secondes pour m'interroger sur mes priorités, de voir effectivement si ce qu'on développait pour le territoire était en cohérence avec ce que pensaient les gens, avec les besoins des gens, avec nos autres décideurs, nos autres élus, et de voir si effectivement toute cette théorie était en musique et en synergie pour faire avancer notre territoire. Et franchement, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup d'occasion de se poser 30 secondes pour réfléchir. Et c'était l'opportunité offerte par la COP et ensuite de la valider avec la consultation citoyenne pour voir vraiment si on ne se trompait pas d'orientation. Et Dieu merci, pour nous, c'est pile poil sur nos deux axes. Voilà, nous sommes arrivés au terme d'un processus de concertation et de travaux, ici même à l'espace régional, lieu où a été lancée la COP. Et aujourd'hui, nous avons assisté à la restitution à la fois de la consultation citoyenne, mais également la présentation de la feuille de route, 30 mesures pour 2030. 2030, effectivement, c'est le résultat d'un long processus, un travail très important qui a été réalisé avec les collectivités, avec les contributeurs et experts, et les citoyens ont également été très largement associés grâce à la mise en place de la plateforme de la consultation citoyenne. Donc maintenant que la feuille de route a été présentée, Monsieur Crémière, après c'est quoi? La suite c'est simple, c'est qu'on est au début d'un processus parce que c'est pas la conclusion définitive. Maintenant, à partir du moment où on a les 30 mesures, il va falloir qu'on les évalue et qu'on voit dans le temps quel est l'impact de ces mesures, éventuellement qu'on apporte des corrections par rapport aux éléments qui ont été définis, en se disant que peut-être telle mesure n'a pas l'impact souhaité, donc on va retravailler ça. Et surtout, comme l'intitulé de la COP, on est sur un horizon de 2030. Donc l'objectif, c'est de se revoir tous les ans et de refaire un bilan tous les ans sur ces différentes opérations, leur état d'avancement, les difficultés éventuelles et quelles peuvent être les solutions qui peuvent être proposées. Et toujours ça dans un objectif de concertation et de la formation le plus large possible, que ce soit vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des élus et pour nous, vis-à-vis des collègues de l'ADEAL. Voilà, donc on se donne rendez-vous en novembre 2025 pour la COP anniversaire, n'est-ce pas? Exactement. Mais voilà.